Messieurs, bonjour. On va commencer par un thème qui me semble fondamentalement important, à savoir celui de la maladie d'Alzheimer chez les jeunes. Et alors on a beaucoup de chance, et je le dis vraiment, on dit toujours ça, mais là je le dis vraiment en le pensant très fort, on a beaucoup de chance d'avoir Florence Pasquier. Pourquoi? Vous l'avez déjà entendu hier, bon, d'accord? Parce que je vais vous dire ce qu'elle a fait d'important dans sa vie pour nous. C'est elle qui a créé le premier réseau de santé ville-hôpital dans le Nord-Pas-de-Calais. Premier réseau de santé ville-hôpital en France. J'ai oublié de le dire, mais vous le savez, elle est neurologue. Elle est professeure des universités et praticiens hospitaliers au CHU de Lille. Elle dirige une équipe de recherche sur maladie d'Alzheimer et lésions vasculaires. Et puis, évidemment, ce qui nous importe aujourd'hui, c'est qu'elle est la coordonnatrice ou donatrice du réseau Malades Jeunes. On va en parler. Alors, pourquoi c'est important? C'est facile à voir pourquoi c'est important le sujet. D'abord, il y a un marqueur de l'importance de ce sujet, c'est le plan Alzheimer 2008-2012. 2 mesures consacrées à cette problématique. La mesure 19, centre de référence maladie d'Alzheimer jeune, dont la coordonnatrice, c'est toi, Florence. Et mesure 18, c'est hébergement des malades Alzheimer jeunes. D'accord? Et avant de poser des questions à Florence, qui va nous répondre, vous allez voir une précision, on va apprendre plein de choses. Je voudrais me permettre quand même un petit rappel de l'histoire de l'éponyme maladie d'Alzheimer. Vous savez, vous le savez, mais je vais vous le rappeler parce que c'est vraiment important. En 1910, le mot maladie d'Alzheimer apparaît dans la littérature. Définition, démence. Alors, démence au sens maladie. Démence pré-sénile. Démence des jeunes, caractérisée par des lésions très, très, très importantes, très nombreuses, du cortex cérébral avec les plaques séniles et les dégénérescences neurofibrillaires. On en a parlé hier. Et puis, c'est ça, la maladie d'Alzheimer. Et à côté de la maladie d'Alzheimer, il y a le lot des démences dites séniles. Et dans les démences séniles, il faut bien retenir ceci, c'est qu'il y en a un, les démences séniles pures. Vous voyez, démence sénile pure, c'est il y a plein de plaques séniles, il y a plein de DNF et il y a une atrophie du cerveau. Il n'y a pas trop de lésions vasculaires ou pas d'autres lésions. C'est les démences séniles pures. C'est la minorité des démences séniles. À côté, il y a les démences vasculaires. Il n'y a que des lésions vasculaires, il n'y a pas une accumulation pathologique de plaques séniles et de dégénérescence neurofibrillaire. Et puis alors, il y a le grand lot, de loin les plus importantes, qui sont les démences mixtes. D'accord? C'est très important. Maladie d'Alzheimer, démence pré-sénile, c'est rare. Et les démences séniles, en particulier les démences séniles mixtes, c'est très fréquent. C'est sûr que si aujourd'hui, on passe un examen et qu'on répond à la question « quid de la maladie d'Alzheimer ?» qu'on répond « c'est une démence pré-sénile rare », donc une démence qui intéresse le sujet jeune, et c'est rare, on est collé à l'examen. Ça a beaucoup changé, notre vision de l'Alzheimer. Alors, quelques mots ensuite sur la suite de ce qui va se passer. On va connaître les protéines, parce qu'en 1910, on ne connaissait pas les protéines. Et jusqu'aux années 80, on reste en gros sur cette dichotomie. Donc moi, je l'ai vécu, je l'ai enseigné. C'est ça qu'on enseignait, nous. La maladie d'Alzheimer, c'est une maladie rare. Voilà ce qu'on enseignait. Jusqu'aux années 1980, où des auteurs américains disent, écoutez, des plaques séniles et des DNF, il y en a aussi chez les âgés, chez les vieux, pas peur du mot,
On va mettre tout ça dans le même sac. Alors évidemment, une maladie très rare est devenue une maladie très fréquente. Hein, en gros, je simplifie un petit peu, mais c'est ça. Dans les années qui suivent, on est dans les années encore 80, on commence à connaître les protéines, parce qu'on ne connaissait pas les protéines. Vous savez, on avait décrit des images, mais on ne savait pas le constituant de ces images pathologiques. Et là, on décrit la protéine bêta-amyloïde et la protéine tau. Et puis, une grande date, on en parlait hier, c'est la publication française de Fonsin. Le titre de sa communication, c'était, je vais vous le dire exactement, il ne faut pas tricher, c'était démence, écoutez bien, on est en 1985, donc hier, démence présénile d'Alzheimer dans une famille étendue. Et il montre qu'il y a il y a un problème, il y a quelque chose d'héréditaire, il y a vraiment un problème majeur. Et puis dans les années 90, on identifie les gènes qui sont impliqués dans les formes autosomales dominantes de la maladie. Voilà. Voilà, c'est une petite introduction. Alors, elle est un peu personnelle, bien sûr, vous voyez où je veux en venir. Mais bon, on va en discuter. Donc, merci beaucoup d'avoir accepté cet entretien. On commence? Voilà. Première question. Alors, des généralités. Malades jeunes, qu'est-ce que ça veut dire? Combien de malades jeunes en France? Parce que les données chiffrées varient d'un article à l'autre, hein, encore là. Mais là, je crois que tu as des éléments pour nous répondre déjà sur les données les plus récentes et les mieux documentées. Donc, toi, les généralités comme ça sur le nombre, l'âge, voilà, le sexe, je ne sais pas quoi. Oui, ça aussi, oui. Bon, bonjour d'abord et merci pour l'introduction gentille. Alors pour ce qu'on appelle les malades jeunes, dans la littérature internationale, ce sont ceux qui ont moins de 65 ans. En France, on nous a demandé de nous focaliser sur les moins de 60 ans à cause de cette partition qu'il y a entre le monde du handicap avant 60 ans et le monde des personnes âgées au-delà de 60 ans. Et donc, on nous a demandé surtout d'évaluer le nombre de personnes qui avaient moins de 60 ans. On a aussi cherché ceux qui avaient moins de 65 ans. Alors d'abord, on a fait la revue de littérature qui dit que, grosso modo, à partir de 40 ans et de 40 à 65 ans, la prévalence est d'environ 40 à 80 pour 100 000 habitants, ce qui fait un chiffre d'environ 18 000 moins de 65 ans au Royaume-Uni et un chiffre à peu près équivalent, on va dire pour arrondir, de 20 000 personnes de moins de 65 ans atteintes de maladie d'Alzheimer ou maladie apparentée, parce que le diagnostic, il est quand même pas toujours facile à faire, il n'est pas toujours fait entre maladie d'Alzheimer et les maladies apparentées qui sont les démences vasculaires, les dégénérescences frontotemporales. On dit maintenant troubles cognitifs vasculaires. Hein. Il y en a des légers, des modérés, des sévères. Donc, troubles cognitifs vasculaires et aussi les maladies à corps de Lévy. Si on englobe d'autres pathologies, notamment les démences alcooliques par exemple, ou bien les maladies métaboliques rares qui surviennent tard, on pourrait augmenter un petit peu ce chiffre, mais enfin ça reste quand même des choses peu fréquentes par rapport au nombre de personnes de plus de 65 ans. Pour les moins de 60 ans, on est plutôt dans des chiffres de 5 000. On va dire 5 000 personnes de moins de 60 ans atteintes, mais actuellement âgées de moins de 60 ans, atteintes de maladies d'Alzheimer ou de maladies apparentées. Merci. Pardon. C'est vrai que toi, tu réponds de façon précise, rapide. Là, il faut que je me réveille. Bon, donc on va retenir, nous, en France, malades jeunes, c'est au-dessous de 60 ans. Alors, tout dépend un peu des objectifs qu'on a. Si c'est pour les compter, par exemple, dans les établissements d'hébergement collectif, c'est vrai que c'est important de savoir ceux qui ont moins de 60 ans exactement.
Pour ce qui est de leur prise en charge, je dirais, enfin en tout cas de l'accompagnement qu'on peut faire, c'est vrai qu'il y a assez peu de différence entre 61 ans et 59. Il y en a moins qu'une génération entière entre 60 et 85, par exemple. Donc, les données chiffrées qui changent d'un journal à l'autre, d'un jour à l'autre, sur le nombre de maladies d'Alzheimer en France, ça concerne essentiellement les gens de plus de 65 ans, c'est-à-dire ça concerne 10 millions de Français. Donc si on nous dit qu'il y a 3 millions de patients victimes de la maladie d'Alzheimer, ça veut dire qu'il y en a 1 sur 3 après 65 ans. Dans la salle, on n'est pas nombreux d'avoir plus de 65 ans. Mais vous voyez, c'est quand même un vrai problème. Il faut faire attention aux chiffres, c'est très très important. Ce que je peux peut-être préciser, excuse-moi, c'est que je peux aussi donner les chiffres de l'INVS qui ont mesuré, enfin qui ont calculé le nombre de personnes qui étaient en ALD15. L'ALD15, c'est le protocole affection longue durée pour les personnes atteintes de maladie d'Alzheimer ou de maladies apparentées. Comme on l'a vu hier, cette catégorie, en tout cas ce protocole, a été établi en 2003. On a, pour les moins de 60 ans, à peu près 4000 personnes qui sont en ALD15. Donc c'est, on peut dire, presque vraiment une grande proportion des personnes qui ont théoriquement une maladie d'Alzheimer ou une maladie apparentée, parce qu'on ne les a pas comptées, évidemment, ce sont des extrapolations. Et des moins de 65 ans, c'est 8000. Alors ce qu'on peut dire aussi, il faut quand même le rappeler, c'est que dans les démences, on sait que la prévalence double à peu près tous les 5 ans à partir de 35 ans. Donc 35 ans, il y en a quelques dizaines, on va dire, et ensuite c'est exponentiel, évidemment, l'augmentation du nombre. C'est pour ça qu'entre 60 et 65 ans, il y en a au moins 2 fois plus. Et pour l'ALD, en tout cas, c'est quelque chose qui est vérifié. À l'époque où on a compté les personnes en ALD, c'était 2009, les chiffres datent de 2009, il y avait 300 000 personnes en tout qui étaient en ALD 15. Alors qu'on considérait à l'époque qu'il y avait 850 000 personnes atteintes de maladie d'Alzheimer. Donc c'était une petite proportion. Les personnes qui sont en ALD, c'est une façon de compter, qui sont en ALD 15, ne représentent ni le nombre de personnes diagnostiquées, ni le nombre de personnes qui sont traitées par un traitement anti-Alzheimer, par exemple. Parce que ça, c'est aussi une autre façon de compter les patients. Donc ces chiffres c'est ça ce que tu expliquais tout à fait justement, c'est que les chiffres ne se recoupent pas toujours. D'accord. Donc c'est très important. Attention aux chiffres. Ne nous laissons pas embarquer par des données chiffrées énormes qui nous angoissent et tout. Il faut faire attention. C'est vraiment compliqué. Les données de la neuroépidémiologie, faire une enquête épidémiologique sur comment on appelle ça, la prévalence des démences, c'est déjà des états démentiels, pardon, c'est déjà pas simple. Mais faire une enquête épidémiologique sur la prévalence de la maladie d'Alzheimer, c'est encore beaucoup plus compliqué, je vous assure. Vraiment, c'est compliqué et il faut toujours, devant les chiffres qu'on reçoit, garder la tête froide, d'accord ? L'âge du plus jeune, au fait, malade que tu as rencontré ou qui existe dans la littérature? Dans mon expérience, c'est 30 ans pour une maladie d'Alzheimer et oui, 32 ans pour une personne atteinte de dégénérescence frontotemporale. Dans la littérature, c'est 17, une forme familiale. 17 ans. 17 ans. D'accord. Hein, c'est important. Hein. Maladie d'Alzheimer, ça peut être à 17 ans. Non, mais d'accord. Mais ça peut être à 20 ans, à 25 ans, c'est une vraie maladie. Et puis, je vais lui poser une question. Ça évolue en combien de temps? Alors là, c'est pareil. Autrefois, on disait les malades jeunes évoluent plus vite. Et c'est une maladie plus agressive. En fait, c'est pas tout à fait ça. C'est que les réserves cognitives sont peut-être plus importantes chez les personnes jeunes. Donc, les premiers symptômes, si on les analyse bien, remontent très très longtemps avant. Et la phase de plateau ou de déclin extrêmement lent dure très longtemps. Mais en revanche, quand le diagnostic est fait avec retard, là, c'est vrai qu'il y a une phase de déclin qui est relativement rapide, mais en même temps,
ce qu'on appellerait une fin de vie, c'est-à-dire une période où les gens n'ont plus beaucoup d'interactions sociales, peut durer des années et des années, parce qu'ils ne meurent pas d'autre chose entre-temps. D'accord, merci. Dis-moi, peux-tu nous dire quelques mots sur ce centre de référence Malades Jeunes en France? Quels sont les centres impliqués? Voilà, qu'on soit au courant. Là. Donc l'idée de la mesure 19 du plan, c'était qu'un centre, ils ont fait donc un appel à candidature, qu'il y ait un centre qui puisse répondre aux besoins des malades jeunes, c'est-à-dire un diagnostic précis, une information, une formation, des données qui puissent servir les politiques de santé, et puis accessoirement, mais ce n'était pas du tout accessoire, c'était d'être pilote de la mesure 18 sur l'hébergement des malades jeunes. On va en parler longuement après ça. Donc, nous avons répondu à cet appel à projet, mais comme on considérait qu'on n'avait pas toutes les compétences pour répondre à toutes ces questions, toutes ces missions, on s'est associé avec le centre de Rouen, qui est de longue date très impliqué dans la génétique de la maladie d'Alzheimer et qui a fait des découvertes importantes de nouveaux gènes de cette maladie, et aussi le centre de la Salpêtrière, qui, d'une part, avec notamment, les personnes de Rouen, c'est Didier Hannequin et Dominique Campion, et maintenant David Wallon. Et la Salpêtrière, il y a Bruno Dubois, bien sûr, mais aussi Isabelle Lebert, qui coordonne un réseau de dégénérescence frontotemporale, donc toutes ces maladies apparentées. Et cette consultation, d'une part, enfin ce centre mémoire avait d'une part des compétences dans les maladies rares et aussi des liens avec des centres de référence maladies rares. Voilà, donc c'était aussi ça l'intérêt. Donc on s'est un peu réparti les tâches entre la génétique. Ce qui intéresse Lille et les équipes de recherche qui travaillent à Lille, ce sont les biomarqueurs du liquide céphalorachidien notamment, mais aussi, enfin, ce qui nous intéresse, nous, au Centre Mémoire, c'est aussi tout ce qui est prise en charge, diagnostic précis, accompagnement, voilà. Et à Paris, leur point d'intérêt, c'était, outre les dégénérescences frontotemporales, l'imagerie. D'accord. Mais donc, vous êtes 3, mais en France, il n'y a pas d'autres centres avec qui vous êtes en relation? Est-ce que c'est que des CMRR? Voilà. Qu'est-ce que c'est? Comment ça s'organise? Alors, la mission, c'était aussi de coordonner justement un réseau de personnes concernées et intéressées et référentes pour les malades jeunes. Donc, la première chose qu'on a essayé de faire, c'est d'avoir un référent dans chacun des CMRR, un référent médical. La personne, parce que évidemment on a ouvert un site et on a des demandes de voilà, j'habite telle région, où pourrais-je m'adresser pour une expertise sur un malade jeune, et donc on réfère un médecin particulier dans un centre mémoire qui s'est identifié comme étant le référent malade jeune et un référent médico-social. Donc justement pour toute la coordination médico-sociale qui est évidemment essentielle. D'accord. Donc toute la France est impliquée, tout l'Hexagone est couvert à peu près correctement pour ce qui est des malades jeunes. Oui. Alors vous avez organisé une cohorte malades jeunes, la COMAGE, cohorte malades d'Alzheimer jeunes. Oui. Donc il y a combien de centres impliqués dans cette cohorte? Et alors cette cohorte a été, on a voulu constituer rapidement une sorte d'observatoire, si je puis dire, enfin d'avoir une connaissance plus précise en les suivant de façon standardisée, donc en leur demandant s'ils étaient volontaires pour être suivis dans un cadre standardisé, alors que c'est du soin courant, bien sûr, et ça s'est limité dans un premier temps aux 3 centres qui composent le centre mémoire de référence, le centre de référence malade jeune. Donc c'est Lille, Rouen et Paris. Il y a actuellement 250 personnes qui sont entrées dans cette cohorte malade jeune, et c'est une émanation, si je puis dire, c'est un amendement à une cohorte qui existait déjà, qui s'appelle Multima, et qui était coordonnée par la Salpêtrière. Mais en fait, nous, parallèlement, on a aussi demandé aux patients de Lille qui n'étaient pas forcément atteints de maladie d'Alzheimer, parce que même si l'intitulé c'est malade Alzheimer jeune, c'est maladie d'Alzheimer et apparentée, et en particulier pour tout ce qui est soutien aux politiques de santé.
D'accord. Alors, parce qu'on a parlé hier et déjà longuement, et ici on a les deux actrices principales de la cohorte Memento, Geneviève Chêne et Carole Dufouil, qui est une cohorte vraiment importante. C'est très important les cohortes. Hein. Ça veut dire on accepte de participer à la recherche. Et Joël Ménard insistait là-dessus hier, c'est vraiment très important. Je crois qu'on a un devoir éthique, oui, de s'impliquer dans des cohortes, dans la recherche. Alors, je vais vous dire, moi, sincèrement, je ne fais pas partie d'une cohorte. Mais je pourrais, hein, bien sûr, en tant que... Hein, on est d'accord. Memento, j'ai 75 ans, bientôt. Je cherche un peu mes clés, je sais pas quoi. Je peux rentrer dans la cohorte Memento. Et je me pose la question, est-ce que je n'ai pas le devoir de rentrer dans la cohorte Memento? Je parle très très sérieusement là, hein, attention. Je crois que c'est très très important, cette notion de devoir de recherche. Bien. Alors, une question aussi qui est importante, qui nous concerne tous. Est-ce qu'il y a, par exemple, est-ce qu'on a, vous avez un dossier standard pour tous les... Oui, tu vois, quel dossier standard, comment... Est-ce qu'il y a un langage commun à tous ces centres? Voilà. Oh, pardon, excusez-moi. Alors, nous avons... Je rentre dans la cohorte. je réponds à Memento. Effectivement, quand on a juste une plainte de mémoire, bon, on peut rentrer dans la cohorte Memento au-delà de 65 ans. Par contre, avant 65 ans, il faut avoir aussi un trouble de mémoire, un trouble authentifié. Donc, il n'y a pas de limite d'âge en revanche. Hein. Donc, les gens jeunes qui ont un déclin cognitif peuvent aussi rentrer dans la cohorte Memento. Bon, et bien entendu, ce qu'on a toujours essayé de faire, c'est d'utiliser les outils, et en particulier faire les examens selon les procédures de Memento, de façon à ce qu'on puisse comparer les données, le cas échéant, de Comage et de Memento. Le dossier standardisé, oui. Donc, ce dossier est absolument disponible. Il est en train d'être informatisé et on a obtenu pour l'année dernière, la 2012, à la fin de l'année 2012, un financement pour justement permettre au centre, et ça va arriver, bon, on a eu quelques petits problèmes, en particulier de congés maternité, qui ont interrompu le travail informatique, je dirais, hein, mais ce dossier standardisé permet de suivre les personnes qui ont un déclin cognitif qui pourrait s'apparenter à celui d'une maladie d'Alzheimer. Et qui pourrait être utilisé par tous les centres, parce que, avec les procédures, et bien sûr, évidemment, en passant devant le CPP, toutes les procédures sont en cours là. Ça va, on suit à peu près, hein, vous êtes d'accord? Non, il faut qu'on suive, hein, parce que c'est vraiment... Observationnel, encore une fois, c'est les bonnes pratiques cliniques et rien de plus pour le moment. Parce qu'elle jongle avec ça, elle est là-dedans, oui. Donc, alors, les marqueurs dans cette cohorte, on a beaucoup, hier déjà abordé, vous savez, les marqueurs biologiques, les marqueurs neuro-imagerie et les marqueurs génétiques. On a entendu parler de ça et on a quand même insisté sur le fait que c'était des marqueurs du possible, mais pas du marqueur du vrai, forcément, et du réel, on est d'accord? Bon, quid de ces marqueurs dans votre cohorte? Est-ce que, si je veux, enfin si je veux, je peux plus moi, malheureusement, mais rentrer dans Comage, mais admettons que j'ai un fils qui perd un peu la tête, et j'estime, alors, on va lui proposer quoi comme marqueur? Pour rentrer, qu'est-ce qu'il y a comme marqueur, voilà? C'est vrai que pour porter le diagnostic de maladie d'Alzheimer ou même d'une maladie apparentée chez quelqu'un qui n'a pas 60 ans, ça suppose de s'assurer quand même d'un certain nombre... Enfin, la probabilité que ce soit une maladie d'Alzheimer étant beaucoup plus rare que chez quelqu'un de plus âgé, on s'entoure de précautions avant d'annoncer un tel diagnostic. Dans les recommandations de l'HAS, il est bien indiqué qu'on peut s'aider d'examens qui ne sont pas du courant chez les personnes plus âgées. Et en particulier, on fera
volontiers les marqueurs du liquide céphalorachidien. Quand je dis volontiers, c'est-à-dire qu'on va proposer aux patients. Et là, on rentre dans le soin courant. Ce n'est pas quelque chose qui est... je crois que c'est raisonnable, quand on n'a pas 60 ans, de s'assurer qu'on a les biomarqueurs de la maladie d'Alzheimer avant de l'affirmer. C'est d'autant plus important que si ces biomarqueurs ne sont pas présents, c'est-à-dire que si le liquide céphalorachidien au plan de la bêta, on a parlé de la bêta hier, et de la protéine tau et phospho-tau, si ces marqueurs sont normaux, il faut quand même remettre en cause le diagnostic, il faut penser à d'autres diagnostics différentiels. Donc c'est vraiment dans la démarche diagnostique. De la même façon, il est évident qu'on va demander une imagerie cérébrale, une IRM. Et la particularité des malades jeunes, on y reviendra peut-être, c'est que justement l'atrophie n'est pas si sévère que ça. Beaucoup moins sévère parce que chez les personnes âgées, s'accumule à la fois l'atrophie liée à l'âge et l'atrophie liée à la maladie. Donc l'atrophie est très sévère. Chez les malades jeunes, l'atrophie est beaucoup moins sévère. Donc on peut être à la limite un peu trompé par l'absence d'atrophie majeure de l'hippocampe chez les patients jeunes. D'où l'intérêt aussi de s'assurer par les biomarqueurs de liquide céphalorachidien. Et on a d'autres outils d'imagerie, comme la TEP, la tomographie d'émission de positrons, qui est un examen fonctionnel. On injecte un produit de contraste radioactif. On passe devant une caméra, mais dans une caméra qui compte, c'est quelque chose qui est beaucoup moins, même difficile à supporter, je dirais, qu'une IRM, et qui permet de voir quelles sont les régions du cerveau qui sont moins fonctionnelles et orientent aussi vers le diagnostic. L'intérêt de ces examens, qui ont une valeur, comme tu dis, pas formelle, on ne va pas poser un diagnostic sur chacun de ces examens isolément. L'intérêt, en tout cas chez les malades jeunes, c'est qu'ils apportent exactement la même qualité d'information que les personnes âgées. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'atypie, ni dans les liquides céphalorachidiens, ni dans l'imagerie fonctionnelle des malades jeunes. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre. Si on utilise ces examens, on aura les arguments pour la maladie d'Alzheimer qui seront pertinents. C'est-à-dire qu'on a beaucoup moins d'atypie dans les examens complémentaires que dans la présentation clinique. D'accord. Et on a parlé hier, et c'est vrai, l'imagerie amyloïde, parce que moi, ça me pose un énorme problème. Vous savez que la protéine bêta-amyloïde, les dépôts de protéines bêta-amyloïde, les plaques séniles même, ça se voit chez les sujets âgés qui vont très bien. Il y a des personnes âgées qui meurent, ça arrive bien sûr. On prend leur cerveau, elles ont eu des tests strictement performants, une grande performance psychique, etc., la veille de leur mort. On prend leur cerveau, on analyse le cerveau, c'est plein de plaques séniles. Je fais référence à la non-study, à l'étude des bonnes sœurs, d'accord, bonnes sœurs. C'est un vrai problème. C'est-à-dire que la bêta-amyloïde, est-ce que c'est un marqueur d'une maladie chez le vieux? Mais chez le jeune, ça me paraît très intéressant. Alors, la question que je pose, bêta-amyloïde chez le jeune Alzheimer versus bêta-amyloïde chez le jeune pas maladie d'Alzheimer. Voilà, donc le cerveau d'un malade jeune va fixer l'amyloïde exactement comme une personne âgée. Il faut savoir que cet examen de marqueur de plaque amyloïde n'est pour l'instant pas dans la nomenclature, on n'a pas d'autorisation à utiliser pour l'instant ce produit. Il n'est pas encore commercialisé. C'est toujours dans le cadre de la recherche. Okay. Mais c'est vrai que ça sera quelque chose de très important. Ah, ouais. Encore une fois, parce que s'il n'y a pas d'amyloïde dans le cerveau d'un malade jeune, il faut revoir le diagnostic. C'est une valeur prédictive plutôt négative. C'est-à-dire, c'est pas parce qu'on a de l'amyloïde, comme tu viens de le dire, qu'on a une maladie d'Alzheimer, mais si on n'a pas d'amyloïde, c'est qu'on n'a pas de maladie d'Alzheimer. Chez le sujet jeune, en tout cas. Et chez le sujet âgé aussi, je dirais. Si on n'a pas d'amyloïde, on n'a pas d'Alzheimer. Il faut... Enfin, bon... c'est quand même un élément du diagnostic essentiel. Vous suivez, c'est vraiment important. Les deux marqueurs importants de la maladie d'Alzheimer sont amyloïde et dégénérescence neurofibrillaire. D'accord. Protéine tau. D'accord. Alors, question encore sur la cohorte malade jeune. Tu vois un patient jeune qui vient, malheureusement, tu es amené à porter
diagnostic de maladie d'Alzheimer. On sait, on va y revenir un peu, mais on a déjà abordé ça hier avec Philippe, que les formes héréditaires ne sont pas exceptionnelles chez les malades jeunes. Est-ce que, quand il y a un malade jeune qui rentre dans la cohorte, qui fais-tu entrer de la famille? Comment ça se passe pour la famille? Pour les frères, les sœurs, les parents, la famille, au premier degré en tout cas. Pour les faire rentrer dans une cohorte? Oui. Ah non, ils ne rentrent pas dans la cohorte, mais en revanche, on fait bien sûr, et avec leur, parce que ça, c'est aussi quelque chose de bonne pratique, c'est d'avoir une idée précise des maladies qui ont pu toucher des apparentés de la famille, en particulier du premier degré, c'est-à-dire les frères et sœurs, les parents, et éventuellement les oncles et tantes, et les grands-parents, donc ça, c'est un peu plus éloigné, parce que ça peut donner des indications sur le diagnostic du malade qui vient consulter. Mais faire entrer dans une cohorte les personnes apparentées, il faut bien sûr qu'il y ait des antécédents familiaux et qui rentrent dans un PHRC. Par exemple, il y a un PHRC pour les progranulines, des personnes qui ont déjà des mutations dans les démences frontotemporales. C'est ça, parce qu'on est bien d'accord, ça c'est un vrai problème, c'est qu'on peut être porteur d'une mutation responsable d'une maladie héréditaire autosomale dominante sans avoir aucun signe clinique. On est d'accord? On peut être porteur sain, porteur de la mutation, mais pas de signe clinique. C'est bien ça. Quand on est très jeune, avant d'être malade, on est bien portant. On est déjà... C'est-à-dire, tu as un malade avec la mutation, il a des frères et des sœurs dont certains ont la mutation, qui vont devenir malades, mais qui ne sont pas encore malades. Donc c'est cela. Oui. Alors comment vous faites avec cela, justement? Vous incitez les gens à... comment on fait ça? Alors, à Rouen, comment ils font, par exemple? Oui, il faut avoir quelque chose à proposer. Ça n'est pas quelque chose Alors, on est bien dans le cadre de la recherche, hein, on est bien d'accord. Dans le cadre de la recherche, il y a maintenant, par exemple, une étude internationale qui s'appelle DIAN, Dominant Inherited Alzheimer's Disease, N, je ne sais plus. Enfin, voilà, c'est une cohorte de malades, c'est une cohorte de personnes apparentées aux malades atteints de maladie d'Alzheimer dont on connaît la mutation. Et c'est très important parce que on va mettre en place un essai thérapeutique concernant ces apparentés, apparentés de personnes qui ont une mutation. Donc effectivement, les frères et sœurs ou les enfants. Le principe est que les traitements qu'on utilise actuellement sont peut-être utilisés beaucoup trop tard, alors que les lésions sont tellement importantes dans le cerveau au moment où les signes s'expriment qu'il est trop tard pour revenir en arrière. Donc si on arrête le processus de la dégénérescence très tôt, chez des gens qui sont encore asymptomatiques, on pourrait prévenir ou en tout cas différer largement l'apparition des premiers symptômes. Donc ces apparentés ne sont pas obligés de connaître leur statut pour rentrer dans cette cohorte. Ils ne sont pas obligés de savoir s'ils ont la mutation ou s'ils ne l'ont pas. Ça, c'est vraiment important parce que les études, et notamment en Angleterre, de ces personnes qui sont apparentées à quelqu'un dont on a identifié une mutation parce qu'ils ont eu une maladie d'Alzheimer dont on a identifié la mutation, n'ont pas forcément envie de savoir, mais ils sont très partants pour participer à la recherche. Et donc, ces personnes apparentées vont rentrer dans le protocole. Et personne, s'ils ne souhaitent pas connaître leur statut génétique, ce qui est la plupart du temps le cas, ils pourront participer. Et donc, le promoteur, évidemment, saura si c'est quelqu'un qui a une mutation, qui n'a pas la mutation, mais pas les médecins qui s'en occupent, pas du tout les soignants, pas la famille, personne. Et ils auront le placebo s'ils n'ont pas la mutation, le produit à l'essai ou le placebo s'ils ont la mutation. Donc on ne fait pas prendre de risques avec des médicaments dont on n'a encore pas tout à fait l'assurance de la sécurité chez des gens qui n'ont pas la mutation. Mais en revanche, s'ils ont la mutation, ils prennent soit le placebo, soit le produit à l'étude.
Et les essais thérapeutiques en cours, c'est quand même des anti-bêta-amyloïdes ou pas? Alors, ce sont des anti-amyloïdes, soit Oui, par immunothérapie, soit par enzymes, hein, les BACE inhibiteurs. d'accord. Ce qu'on a fait jusqu'à maintenant pour les personnes âgées. Voilà, avec en particulier un des traitements que, qui avait montré que peut-être chez les plus débutants, il y avait un déclin qui était moins long. Les gens ouais. stade le plus débutant de la maladie. Non, parce que ça, c'est un problème intéressant. Je suis sûr que vous vous êtes tous posé cette question. Nous, on nous dit les essais thérapeutiques, pour entrer dans un essai thérapeutique pour aider contre la maladie d'Alzheimer, il faut avoir plus de 65 ans. Et pour les Alzheimer qui avaient moins de 65 ans, mais il n'y avait pas d'essai thérapeutique. Parce que c'est vrai que c'est difficile. Mais si on est comme moi, un peu partisan du fait que vraiment la maladie d'Alzheimer, où on en est vraiment quasiment certain, c'est chez le jeune et chez le sujet âgé, c'est plus discutable, vous vous rendez compte que les problèmes que ça pose au niveau scientifique quand même. Donc c'est vraiment bien qu'on se lance dans les essais thérapeutiques sur les malades jeunes. C'est une nouvelle importante. Merci beaucoup de cette nouvelle. Alors, on va venir sur la clinique. Parce que moi, j'ai vu un film, vous l'avez peut-être vu déjà, de Didier Hannequin, qui est un type, bon, il n'est pas là, j'en sais rien, qui est vraiment un neurologue qui s'est impliqué là-dedans, mais c'est impressionnant. Vous savez que vous êtes dans votre petite ville, Marseille, Lyon, enfin, toutes les petites villes, et vous avez un malade jeune, il arrive, enfin, j'exagère un peu, mais il arrive, il vous... c'est très, 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 très sérieux. Alors, j'ai vu un film de lui, et je ne suis sûr que personne dans la salle, ici, personne, vous tous qui êtes habitués à avoir vu des malades d'Alzheimer, personne n'aurait fait le diagnostic de maladie d'Alzheimer. Ce monsieur, il ne pouvait pas marcher. C'est une maladie d'Alzheimer de la marche. Non, je chahute un peu, mais pas beaucoup, attention. Hein. Je veux dire par là qu'on n'est pas forcément dans le même tableau clinique. Comme on dit, le phénotype clinique, les manifestations de surface de la maladie ne sont pas forcément les mêmes chez les jeunes que chez le sujet âgé. Oui ou non? Et comment quels sont les... Ça, c'est vraiment très, très important. Bien sûr qu'il y a des malades jeunes qui ont une maladie qui ressemble tout à fait à celle qu'on voit chez des gens plus âgés, avec des troubles de mémoire progressifs, etc. La plupart du temps, déjà, ce qui est particulier chez une personne jeune, c'est qu'elle a des tas de moyens de compensation, une réserve cognitive telle, des habitudes, elles utilisent des agendas, des smartphones, des tas de pense-bêtes, une organisation telle qu'elles compensent pendant très longtemps leurs troubles de mémoire et le diagnostic est d'autant plus retardé, d'autant que chez les personnes jeunes, généralement, il y a une très bonne conscience des troubles. Ça, vraiment, et que c'est assez déroutant de voir des personnes jeunes qui viennent raconter une histoire de maladie d'Alzheimer, et comme on les voit discuter comme nous deux ce matin, on a un peu du mal à croire qu'elles sont malades. Mais on est tellement troublé par ce qu'elles racontent en disant, sauf si elles ont recopié le chapitre maladie d'Alzheimer pour nous le réciter, c'est véritablement... très étrange de voir quelle est la conscience et la bonne analyse de leurs troubles. Beaucoup ont des manifestations qu'on qualifierait vraiment d'atypiques. Soit parce que, au premier chef, au premier plan, il y a des troubles d'organisation. C'est ce qu'on a, les troubles dits exécutifs, c'est-à-dire une incapacité à s'organiser dans sa vie. Quand on se lève le matin, on a un certain nombre de choses à faire, on les fait dans un ordre logique, pour lequel on n'a pas eu à se creuser la tête, c'est venu spontanément, on s'organise, ça vient tout seul. Les personnes qui ont des troubles dits exécutifs, elles n'arrivent pas à se programmer, elles n'arrivent pas à organiser leur vie pour que ce soit simple. Et donc ça leur demande une énergie énorme, elles oublient des choses, elles font des allées et venues, c'est très très perturbant et elles expliquent beaucoup leurs difficultés d'organisation, c'est leur premier symptôme. Et ça n'est pas très spécifique à la maladie d'Alzheimer. Donc c'est quelque chose qu'on doit garder en arrière-pensée, et c'est évidemment la majorité n'ont pas la maladie d'Alzheimer, mais ça peut être ça le premier symptôme. Et surtout, il y a les formes focales de maladie d'Alzheimer qui sont soit
postérieures, donc ces atrophies corticales postérieures que vous avez beaucoup étudiées à Marseille aussi, où ce sont des troubles visuels finalement. C'est l'environnement spatial qui est mal analysé. Donc des gens qui n'arrivent pas à retrouver les objets qui sont devant eux, qui ont du mal à apprécier les vitesses, les distances, qui ont des difficultés à lire, qui se présentent comme des gens qui ont des troubles visuels. Donc ils vont consulter un ophtalmo qui dit il n'y a rien dans les yeux et qui reviennent voir un neurologue. Mais il faut avoir ça en arrière-pensée, surtout qu'encore une fois, ils n'ont pas au premier plan de troubles de mémoire. Donc ils expliquent très bien leurs symptômes. Il y a aussi ceux qui ont des troubles du langage au premier plan. Donc, ce qu'on appelle les fonctions instrumentales, hein, langage, vision, les fonctions aussi dites exécutives. Et puis, certaines personnes ont aussi des troubles du comportement qui sont un peu, enfin, ou de l'humeur au premier plan. Et donc, tout ça, ça n'est pas caractéristique d'une maladie d'Alzheimer initialement. Oui, donc, vous voyez, c'est quand même très, très singulier, la maladie d'Alzheimer chez le jeune. C'est pas pareil que la maladie d'Alzheimer chez le sujet âgé, quoi. C'est pas la même clinique, c'est très différent, ça fait vraiment réfléchir. Bon, il nous reste quelques minutes, on va aborder un problème très très important qui nous concerne tous, c'est l'accueil de ces patients jeunes. C'est l'accueil et les aides, parce que je sais que c'est pas très simple, hein. Il vaut mieux avoir plus de 60 ans que moins de 60 ans quand on a la maladie d'Alzheimer, c'est ça, hein, c'est plus facile, c'est mieux organisé, hein. Alors, c'est le problème des accueils de jour et des hébergements. On a entendu l'année dernière, ici, Blandine Prévost nous parler de son engagement, de son association, et si j'ai bien compris, son objectif, c'est d'organiser des lieux d'hébergement un peu spécifiques pour les malades jeunes. Alors, là, j'aimerais que tu documentes. Est-ce que toi, pour les accueils, tu es pour des accueils spécifiques à la maladie d'Alzheimer et aux maladies apparentées, d'accord? Ou est-ce que tu serais d'accord pour qu'il y ait des accueils pour les jeunes, mais qui concernent tous les déficits cognitifs et les modifications comportementales chez le jeune, quelle qu'en soit la cause. Je ne parle pas des malades psychiatriques, c'est très compliqué encore que, mais je parle des traumatismes crâniens, je parle des accidents vasculaires cérébraux, je parle de la sclérose, enfin de certaines formes de sclérose en plaques. Tu vois, est-ce qu'on ne pourrait pas envisager, mais je ne sais pas où vous en êtes, comment vous sollicitez les pouvoirs publics pour organiser les lieux d'hébergement pour les malades jeunes qui ne peuvent plus vivre chez eux. C'est plus possible, il faut qu'ils aient des lieux de vie. Voilà. La première chose qu'on a faite, c'est de savoir combien il y avait de personnes de moins de 60 ans dans les établissements. Donc c'est une enquête qui a été faite avec l'aide de la Fondation Médéric Alzheimer, qui a interrogé tous les établissements, les EHPAD, les foyers d'accueil médicalisés, les maisons d'accueil spécialisées, les MAS, les femmes, aussi les services long séjour, voilà. Et on s'est rendu compte que des personnes âgées de moins de 60 ans atteintes de maladies d'Alzheimer ou de maladies apparentées étaient très très peu fréquentes dans les établissements. Il y en a 250 en France. C'est-à-dire que les personnes jeunes, la plupart du temps, 250 sur les 4000. Hein. C'est ça. Voilà. Les personnes jeunes en France, compte tenu des aides qui sont tout à fait différentes quand on a moins de 60 ans et plus de 60 ans, restent généralement à domicile parce qu'il y a souvent un peu plus d'environnement familial, qu'il y a possibilité d'avoir des aides à domicile avec un nombre d'heures plus important. Bref, ils ne rentrent pas si facilement que ça et avant 60 ans dans les établissements. Ça, c'est quand même quelque chose à savoir. Donc, imaginer des établissements spécifiques pour les moins de 60 ans, c'est relativement peu réaliste, sauf, comme tu dis, à mettre ensemble des personnes qui ont des pathologies tout à fait différentes. On sait qu'il y a des associations qui vont mal ensemble, et comme tu le dis, en particulier, c'est très perturbant d'avoir certaines pathologies psychiatriques avec les personnes atteintes d'une maladie dégénérative.
C'est vraiment compliqué et ça n'est probablement pas souhaitable, en tout cas pas quand, par exemple, des personnes qui ont une maladie bipolaire sont en phase maniaque. Ça ne va pas du tout avec les personnes qui ont une maladie dégénérative ou d'autres psychoses qui sont un peu incompatibles. La qualification des personnels qui s'occupent des personnes qui ont certaines maladies dégénératives ou d'autres pathologies essentiellement motrices, à caractère moteur par exemple, ça ne s'est pas beaucoup fait jusqu'à présent. Donc il y a une expérience, comme tu as dit, avec l'association Amadiem qui se fait en Isère et qui est très intéressante, surtout qu'ils ont choisi de rentrer par le biais de la masse. Hein, au plan juridique, c'est une masse qui va porter ça et qui est très en amont, c'est-à-dire qui accueille des personnes qui sont encore à domicile pour, par exemple, des accueils de jour ou des hébergements temporaires, avec quelque chose de très progressif jusqu'à l'entrée en institution plus durable. Ailleurs, le choix que l'on a proposé jusqu'à présent, c'est plutôt d'identifier les établissements pour personnes âgées, donc les EHPAD, qui ont déjà l'habitude, l'expérience d'avoir accueilli une personne jeune, et de les mettre en lien avec les UCC, les unités cognitivo-comportementales, parce que très souvent, ce qui motive l'entrée en institution, ce n'est pas tant la perte d'autonomie que les troubles du comportement. Et justement, quand on a des troubles du comportement, c'est là que c'est plus difficile d'entrer en institution. Certains troubles du comportement sont tolérables, ou en tout cas acceptés ou acceptables dans certains établissements. D'autres, en particulier quand il peut y avoir un peu de violence ou d'agitation, quelque chose de très, très perturbant, c'est vraiment compliqué. Donc il faut que ces établissements reçoivent un soutien des équipes compétentes et habituées. Donc un partenariat vraiment entre les personnes du CMRR, hein, les référents du CMRR, les référents des UCC qui ont aussi l'expérience des malades jeunes et qu'il y ait une sorte de communauté, de proximité, de façon à ce qu'il y ait des liens, éventuellement aussi, bon, je suis contente de voir qu'il y a des équipes de psychiatrie aussi qui sont en soutien de ces établissements, parce qu'il n'y a pas de solution unique et définitive, et tout dépend des épisodes de vie que vivent ces personnes. Donc pour l'instant, on est plutôt, étant donné que l'enquête avait montré que tous les patients étaient en EHPAD, avec dérogation du Conseil général. Donc là, il faut aussi essayer d'harmoniser les pratiques des différents départements, parce qu'on obtient plus ou moins facilement la dérogation selon le département où l'on est. Mais il y a une sensibilisation qu'on essaie de faire auprès des départements pour qu'il y ait un accès plus facile aux EHPAD qui en sont volontaires. Bon, c'est Florence Lebert qui a coordonné un peu toute cette enquête nationale, peut dire que c'est difficile parce que certains établissements qui ont accepté des malades jeunes se trouvent un peu en difficulté et ne sont pas toujours partisans de refaire l'expérience tout de suite, et d'autres au contraire sont très volontaires pour la tenter. Ça s'améliore, je pense qu'on va y arriver. Merci. Bon, écoute, non, juste la toute petite dernière question quand même. Encore un grand distinguo entre les jeunes et les vieux, c'est que les formes donc héréditaires autosomales dominantes, c'est essentiellement chez les jeunes. C'est quasiment essentiellement chez les jeunes, puisqu'on nous a dit hier qu'il y avait dans la littérature un patient de plus de 65 ans qui a une forme autosomale dominante. Donc c'est que les jeunes. Tu nous as dit qu'à Rouen, ils avaient trouvé de nouveaux marqueurs. C'est ça. Alors, par exemple, ils ont identifié la duplication du gène APP. Ils ont identifié des nouveaux gènes. Il y a 5 fois plus de formes génétiques pour la maladie d'Alzheimer chez les jeunes que chez les âgés. Ça veut dire qu'il y a 10% de formes génétiques chez les jeunes versus 1 à 2% chez les plus âgés. Mais donc, chez les plus âgés, 1 à 2%, c'est les facteurs de susceptibilité génétique. Non, hein, non, les formes génétiques vraiment... Autosomales dominantes. Alors, autosomales dominantes, c'est tout compris, 1 à 2%. Chez les sujets âgés? Non, tout compris. Ah oui, d'accord, bon, ça va.
Ok. Et donc voilà. Et par contre, j'insiste aussi sur le diagnostic différentiel avec les dégénérescences frontotemporales, où là, les formes génétiques sont quand même beaucoup plus fréquentes. Les formes familiales, ça peut être jusqu'à 40%. D'accord. Bien. Merci beaucoup. Hein. Merci de nous avoir informés sur ce problème très très important qu'est la maladie d'Alzheimer du sujet jeune. Merci et je pense qu'on peut remercier très fort Florence.